je commence la lecture de l'exercice 5. Veuillez juste me confirmer que vous êtes en train de m'entendre et vous avez bien l'exercice, donc l'exercice 5 devant vous. Êtes-vous en train de m'entendre, s'il vous plaît? D'accord. Alors, je vais donc démarrer la séance. Alors, nous allons commencer par le traitement de l'exercice 5. Si vous avez le document, essayez de l'avoir à votre écran. Et n'hésitez pas de m'interrompre en cas de besoin de n'importe quelle information supplémentaire. Là, je commence l'exercice 5. Il traite logiciel d'assistance automatique, technique et commerciale. Donc, c'est un logiciel, si vous voulez, un petit programme. Lorsque vous ouvrez la page de TopNet, vous allez trouver tout en bas une petite, si vous voulez, fenêtre de chat qui va vous permettre de consulter euh, le programme qui est nommé Aminos ou Chatbot. Donc, il va être disponible pour répondre à des questions pour les clients de Topnet en cas de coupure de connexion, en cas de besoin de renseignements commerciaux. Donc là, au départ, on a la description. Donc Aminos, le chatbot du fournisseur Internet tunisien Topnet, dont le rôle est de dépanner les clients de Topnet. Je vais dire le principal rôle principal. Comme principal rôle, c'est le dépannage en cas de coupure de connexion. Alors, ce programme cherche à automatiser le service d'assistance aussi bien commercial et technique mis par les fournisseurs Internet au profit de leurs clients. Ainsi à remplacer un centre d'appel formé par un groupe de dépanneurs lors de la consultation de chatbot par un client suite à une coupure de connexion Internet. Et là, nous allons présenter un cas où chatbot peut-être n'a pas réussi à résoudre le souci. Nous allons essayer de comprendre pourquoi ce programme n'a pas essayé de résoudre le souci de celui qui lui a contacté. Donc, chatbot, à partir de ce qui a été donné par le client, a pu conclure que la coupure de connexion était suite à un non-paiement de facture. Dans ce cas, le client procède à un paiement. Donc le client, puisqu'il a compris que la coupure est due à une coupure suite à un non-paiement de facture, il a payé sa facture. Suite au paiement de sa facture, il n'a pas encore récupéré sa connexion Internet. Il a consulté à nouveau Chatbot. Il a réclamé que malgré le paiement de sa facture, la connexion est toujours suspendue. Alors, Chatbot ici, il n'a pas réussi à comprendre que le client a payé sa facture. Alors, en boucle, il demande toujours au client de veuillez s'il vous plaît payer votre facture afin de récupérer votre connexion Internet. Donc, c'était l'exercice. Il nous présente un programme qui cherche à dépanner les clients. Il nous présente aussi une problématique qui a été signalée au fonctionnement de ce programme. Alors, ce qu'on voudrait vérifier actuellement ensemble, c'était quoi exactement la cause de cette, si vous voulez, je peux dire, ce blocage de chatbot. Donc, nous essayerons de comprendre ça à travers notre cours IAD. Alors, la première question, elle nous demande déjà quelle est l'architecture utilisée par Chatbot qui a causé ce blocage. Est-ce que vous pouvez présenter quelle est l'architecture? Donc ici, on vous demande quelle est l'architecture utilisée par Chatbot en se basant sur le blocage. Essayez de comprendre comment Chatbot fonctionne. Donc prenez les quatre architectures que vous avez et celles que nous avons présentées ensemble. Est-ce qu'il y a une des architectures qui peut présenter ce que Chatbot est en train de faire ici? D'accord? D'accord. L'exercice 5.
Donc vous avez une série d'exercices qui commence par l'exercice 4. Donc on est en train de résoudre le deuxième, qui est l'exercice 5. D'accord? Alors je préfère pas donner directement une solution de ma part sans entendre au moins ce que vous avez donc comme proposition. C'est pour ça que j'attends donc ce que vous allez proposer. Alors essayez de me dire parmi les quatre architectures que nous avons vues, quelle est l'architecture qui pourrait décrire donc le fonctionnement de ce programme qui est le programme de chatbot. La première question de l'exercice 5. D'accord, donc afin de s'assurer de déroulement de la séance, je suis dans l'obligation de sélectionner un étudiant au hasard et on va lui demander qu'est-ce qu'il pourrait proposer. Alors, je commence par exemple, Hamza Ben Terdiet. Alors, si Hamza, est-ce que vous avez la possibilité de nous dire qu'est-ce qu'on pourrait donc utiliser, quelle est l'architecture qui décrit notre programme chatbot? Vous êtes en train de m'entendre, Hamza? Vous êtes présent? D'accord, peut-être il y a un souci technique avec Hamza. On va passer avec un autre étudiant. Donc, je demande à Sahar si Sahar Nasr. Alors, si vous êtes en train de m'entendre, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme réponse? Donc, Hamza, il a dit, j'ai un problème de micro. Alors, Hamza, si vous avez un problème de micro, est-ce que vous avez la possibilité de me répondre même par l'écriture? Oui. Alors, Hamza, est-ce que vous avez la possibilité de nous dire donc quelle est l'architecture à votre avis qu'on pourrait donc utiliser ici pour la description du fonctionnement du programme de Aminos, de chatbot? Avez-vous déjà compris le fonctionnement donc, et ce qui a été présenté au niveau de l'exercice? Nous avons un programme qui a été présenté par le fournisseur d'accès Internet afin de dépanner ses clients en cas de coupure de connexion Internet. Un client a signalé une coupure de connexion à ce programme. Le programme il lui a signalé comme cause de cette coupure de connexion il y a un souci donc dû au non-paiement de facture. Le client a payé sa facture, mais tout de même la connexion n'a pas été récupérée. Lorsqu'il a consulté à nouveau une deuxième fois Chatbot lui a indiqué que il est toujours en fait bloqué au niveau que la cause de coupure de connexion est due au non-paiement de facture. Alors, dans ce cas, je vous demande, Hamza, quelle est en fait, à votre avis, quelle est, si vous voulez, l'architecture qui a été utilisée? Donc, juste, je vais citer les quatre architectures que nous avons vues. Donc, l'architecture à base logique, l'architecture tableau noir, l'architecture donc de subsumption ou la dernière, donc l'architecture de tâches compétitives. Parmi ces quatre architectures, est-ce que vous avez la possibilité de nous dire quelle est l'architecture qui décrit plus le fonctionnement de chatbot? Et si vous arrivez à sélectionner une parmi ces quatre choix, essayez d'argumenter ça, d'expliquer donc c'est cette architecture, mais essayez de dire donc pourquoi vous avez opté pour ce choix.
D'accord. Si vous voulez, je vais revenir à votre question. Si en corrigeant plusieurs exercices, vous avez toujours de soucis. J'ai dit que la séance est ouverte à tous déjà vos questions. Donc, juste ici, s'il y a un étudiant qui pourra nous dire quelle est l'architecture qu'on pourrait utiliser, on pourrait donc dans ce cas déjà répondre à votre question pour cette architecture, car nous allons détailler comment appliquer cette architecture à ce contexte. Alors, si Hamza a une réponse, sinon nous allons quand même continuer à présenter la réponse. Même si Hamza n'a pas de réponse, il pourrait juste nous signaler par écriture. S'il y a une réponse, il pourra... Alors, Hamza, il a dit l'architecture des tableaux noirs. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer comment, Hamza? Pourquoi vous avez choisi cette architecture? Alors, juste tout d'abord, donc, pour la réponse à la présentation des diverses architectures, je vais vous dire que on pourrait dire que Chatbot, il pourrait utiliser que ce soit l'architecture des tableaux noirs, que ce soit l'architecture à base logique. Et nous allons détailler pourquoi. Donc, dans ce cas, nous allons répondre à la question qui a été demandée de nous faire une révision pour les quatre architectures. Dans ce cas, nous allons réviser déjà les deux premières architectures en avançant à la résolution, au niveau de la résolution de l'exercice. Alors, juste, je donne la parole donc à Hamza même par l'écriture. Est-ce que Hamza a la possibilité de nous dire, donc, il a dit parce qu'on gère les accès entre les agents et on organise leur fonctionnement. Là, je vois pas comment. Vous avez dit que on gère, donc là, si vous allez parler, donc Hamza, si vous allez parler d'agents, il faut les définir. Quels sont les agents que vous êtes en train de gérer les accès? Et vous avez dit on organise leur fonctionnement. De quel agent vous êtes en train de parler? Pour moi, je connais uniquement Chatbot à partir de l'énoncé de l'exercice. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que là, si vous allez présenter plusieurs agents, d'accord, Hamza? Il faut dire quels sont les agents que vous êtes en train d'utiliser. De quel agent vous êtes en train de parler. Au niveau de l'énoncé de l'exercice, nous avons uniquement de chatbot. Alors, je reviens à la question qui a demandé de faire un petit rappel pour les quatre architectures que nous avons étudiées. Nous avons au départ l'architecture à base logique. Cette architecture, nous avons une base de données logique. Et à partir de cette base de données logique, il devrait y avoir une théorie, c'est-à-dire un ensemble de déductions logiques en se basant sur la logique mathématique. En partant d'une base de données logique, on pourrait obtenir un ensemble d'actions qu'on pourrait exécuter appartenant à un ensemble d'actions grand A prédéfinies. Et toute action là où nous allons trouver que à partir de la base de données logique, on pourrait valider cette action pourrait être exécutée. Donc, j'ai dit tout à l'heure, en essayant donc de répondre à la première question, les deux architectures, l'architecture à base logique et l'architecture tableau noir, que nous allons revenir à faire un petit rappel aussi, peuvent être appliquées pour expliquer quelle est l'architecture qui pourrait donc présenter la conception de ce programme de chatbot. Alors, si je reprends déjà la première architecture, l'architecture de base logique, je pourrais expliquer que chatbot, à partir des données qu'il a, donc il a une base de données logique, il pourrait consulter cette base, il va trouver qu'il y a une coupure de connexion comme ça a été indiqué par le client. Et au niveau de cette même base de données logique, il va trouver que la cause de la coupure est due au fait qu'il n'y a pas eu de paiement de facture. Il va conclure comme action, informer le client que la coupure est due à quoi? Elle est due à le fait que le client n'a pas payé sa facture. Donc, la théorie de déduction, il a fait une lecture au niveau de la base de données logique que on pourrait donc la noter ici dy.
il a trouvé au niveau de cette base de données que il y a une coupure de connexion comme ça a été signalé par le client. Et la cause de la coupure, c'était non-paiement de facture. L'action que Chatbot a effectuée, c'est d'informer le client, veuillez payer votre facture pour qu'on puisse afin de récupérer la connexion Internet. Ici, nous avons expliqué la première partie, non pas le blocage, celle où Chatbot a réussi à donner une réponse au client en indiquant quelle est la cause de la coupure de connexion Internet. Donc la première partie de l'exercice pourrait être expliquée par un raisonnement un raisonnement à partir d'une base de données logique DY effectuée par Chatbot, et il a abouti à une action parmi un ensemble d'actions prédéfinies, et cette action, elle signale clairement au client quelle est la cause de coupure de connexion. Mais si nous allons continuer la suite, nous allons trouver que au niveau de la deuxième partie de l'exercice, le client a payé sa facture, mais Chatbot, il signale toujours que la cause de coupure est due au fait du non-paiement de facture. Le client, il a entré au niveau de l'espace client, il a payé la facture en ligne. Au niveau de l'espace client lui-même a validé au client qu'il a payé sa facture. Mais DY consulté par Chatbot n'a pas été mise à jour. Et le fait que cette base de données n'a pas été mise à jour, la nouvelle information qui consiste à ce que la facture a été payée et validée n'est pas consultable par le programme. Donc, ici, on pourrait dire que la base de données de Chatbot n'est pas conforme à celle consultable par le client, ce qui explique que pour Chatbot, lorsqu'il va consulter sa base de données DY, il va trouver que toujours le client n'a pas encore payé sa facture. Donc ici, il y a un souci de mise à jour de manière dynamique de la base de données consultable par Chatbot. Alors, si je reprends donc ce qui a été proposé par Hamza, il a dit que ici on pourrait présenter donc le programme sous forme de tableau noir. Alors j'ai dit que, donc je reviens à la question qui a demandé d'expliquer les diverses architectures. Quelle est la différence entre l'architecture à base logique et l'architecture de tableau noir? L'architecture de tableau noir, elle va utiliser plusieurs agents, chacun a une architecture à base logique. Et dans ce cas, si nous allons utiliser plusieurs agents où chacun a sa base logique, on pourrait donc dire qu'on pourrait avoir un agent pour si vous voulez, le dépannage. Un autre agent, nous allons le présenter dans ce cas pour le renseignement commercial, et un autre agent pour carrément une prise en charge commerciale. Et dans ce cas, chacun de ces agents, il peut avoir des fonctions, donc les fonctions de perception, d'analyse et d'action différentes et adaptées à ce qu'il est en train de résoudre comme renseignement ou dépannage ou, si vous voulez, prise en charge commerciale. C'est pour cela que j'ai dit à Hamza, oui, nous avons la possibilité de parler de l'architecture des tableaux noirs, mais lorsque je lis la suite, parce qu'on gère les accès entre les agents et on organise leur fonctionnement, j'arrive à rien comprendre dans ce cas. Je ne fais pas le lien avec ce que Chatbot est en train de faire. D'accord? Je ne sais pas si Hamza est d'accord. Mais là, pourquoi j'ai dit que on pourrait simplement diviser? D'accord, donc Hamza est bien d'accord. Alors, je voulais insister donc sur ce point à dire que si vous allez choisir une architecture, il faut expliquer
en se basant sur les données de l'exercice, comment votre architecture pourrait décrire le fonctionnement de ce programme. Sinon, ça ne sert à rien de présenter l'architecture et passer. Donc, je peux dire l'architecture tableau noir, par la suite, je donne aucune explication. Donc, ça sera une réponse fausse et on ne pourra pas la prendre en considération car elle n'ajoute rien déjà au niveau du traitement de l'exercice. Par contre, si je vais dire l'architecture de tableau noir en considérant que nous avons les knowledge sources ici, ce sont des agents qui ont la possibilité chacun d'effectuer donc un traitement logique. Dans ce cas, il faut décrire chacun est un agent à base logique. Et chaque agent, il va faire de sorte que il va effectuer, il va être, si vous voulez, il va effectuer une théorie relative que ce soit à un renseignement, que ce soit technique ou commercial. Un autre agent, il va faire le dépannage, l'opération de dépannage technique. Et un autre agent, il va faire une prise en charge commerciale. La communication donc, qui a été abordée déjà par Hamza pourrait être effectuée par un autre agent qui n'est autre que un autre programme qui va simplement ordonner l'accès aux divers agents. Donc, lorsque nous allons avoir l'information à partir de notre client, un de ces agents va être automatiquement appelé selon ce que, par exemple, on pourrait commencer par une question où on va poser au client vous avez un souci de renseignement technique ou commercial. S'il va choisir le premier, donc on va passer avec le premier agent. S'il va choisir le deuxième, on va passer avec le deuxième agent, sachant que chaque agent, ce n'est autre qu'un programme. Vous êtes bien d'accord? Alors là, comme réponse, nous avons bien la possibilité de dire, donc je vais essayer de donner une réponse, une éventuelle réponse donc acceptable pour la première question. Alors, afin de présenter donc la solution de chatbot, une tentative d'utiliser l'architecture d'agent à base logique ou celle de tableau noir est possible, donc a été développée. Si nous allons choisir l'agent à base logique, il faut expliquer dans ce cas que chatbot donc, a une base de données DY logique et cette base de données lui permet donc d'avoir les informations donc, que le client n'a pas payé sa facture. Et aussi, on a la possibilité d'utiliser un certain raisonnement qui va permettre de déterminer l'action qui est veuillez s'il vous plaît payer votre facture. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser l'architecture tableau noir et dans ce cas, il faut justifier donc cette architecture par le fait que on a la possibilité de utiliser plusieurs, dans ce cas, agents au lieu d'utiliser un seul. Et dans ce cas, nous avons si vous voulez, tentative de programmer ça sous forme d'un système IAD, car là nous avons plusieurs agents, donc nous avons un système multi-agent. Et là on pourrait dire que on pourrait avoir un agent donc renseignement, un autre ça va être un agent de je vais dire donc dépannage technique et un troisième agent donc il pourrait être de prise en charge commerciale et ça c'est notre si vous voulez tableau noir. Alors si nous essayerons dans ce cas à répondre à la deuxième question et là pouvez-vous expliquer la cause de blocage, donc on pourrait facilement expliquer comment la première situation a été traitée. Donc il suffit de dire qu'à partir d'une base de données DY, nous avons une théorie, dans ce cas ça va être une sorte de déduction effectuée par notre agent, l'un des trois si vous utilisez tableau noir. Donc par notre agent technique commercial ou dépannage, dans ce cas ça va être dépannage, il va consulter la base de données DY, il va indiquer au client qu'il y a un souci au niveau de non-paiement de facture.
Mais au niveau de la deuxième partie, là je passe à la deuxième question. Au niveau de la deuxième partie, il a indiqué que malgré le paiement de la facture, notre client n'a pas récupéré donc la connexion Internet. Il a consulté à nouveau Chatbot, mais Chatbot il a indiqué que il y a toujours un souci de paiement de facture. Alors, y a-t-il donc un étudiant qui pourra expliquer dans ce cas le blocage? D'accord, dans ce cas, l'explication du blocage, c'est dû au fait que la base de données n'a pas été mise à jour. Mais là, il y a un autre souci, Amina, qu'on pourrait le déduire, à part le fait que la base de données n'a pas été mise à jour en temps réel. C'est vrai que là, on pourrait conclure, donc le blocage, il est dû au fait que la base de données n'a pas été mise à jour. Si la base de données a été mise à jour, dans ce cas, le chatbot, si vous voulez, il pourrait déduire qu'il y a une autre cause de la panne. Mais là, supposons, je vais juste inviter Amina à faire l'hypothèse suivante. Supposons que le client n'a pas réussi à faire l'opération de paiement en ligne. D'accord? Lui, lorsqu'il a essayé, lorsqu'il a tenté de faire un paiement en ligne, il a trouvé que cette opération, au niveau de l'opération, il y a eu un, si vous voulez, comme aujourd'hui on n'a pas pu partager l'écran suite à un problème technique, donc il y a eu un problème technique avec le client, il n'a pas réussi à payer sa facture. D'accord, Amina? Alors, dans ce cas, je suppose que au moins au niveau du programme de chatbot, on pourrait donc prévoir ce genre de scénario. Donc là, c'est vrai que le client il nous a indiqué qu'il a réussi à faire le paiement en ligne, mais même si le client n'a pas réussi à faire, le programme n'a pas pris en charge cette situation. Êtes-vous d'accord, Amine? D'accord. Alors, juste, je vais dire que, à votre avis, Amine, est-ce que déjà une action a été prédéfinie pour le cas où il y a un blocage au niveau du paiement de la facture? Est-ce que ce scénario déjà a été pris en considération par notre chatbot, par ce programme? Donc on a dit que, ce que Topnet cherche en présentant ce logiciel, c'était de remplacer carrément toute l'opération de dépannage technique, commercial et tout ça. Mais ici, on trouve que l'objectif n'a pas été atteint car on ne prend pas en considération les soucis que le client pourrait avoir au niveau du paiement, au niveau d'un blocage au niveau du paiement. Là, heureusement, je dis pour le client entre guillemets qu'il a eu une confirmation que le paiement a été effectué au niveau de son interface à travers l'espace client. Mais si il y a eu un blocage. Et s'il a consulté Chatbot pour lui signaler, il va lui indiquer veuillez s'il vous plaît payer votre facture, la coupure de connexion est due au non-paiement. Mais moi j'ai essayé de payer la facture, mais il y a un blocage. Il va lui donner toujours la même réponse. Ceci est dû à quoi, Amine? Ceci est dû que l'ensemble des actions prédéfinies, le grand A qu'on a présenté au niveau du cours, n'a même pas prévu une action pour ce genre de cas. Dans ce cas, quelle sera la solution? C'est pour ça que je suis en train déjà de préparer la question suivante. Si je pose la question, mais comment on pourrait corriger ça? Donc là, si nous allons petit à petit, donc juste je commence par le traitement de la deuxième question en détail. Et là, si Amine est bien d'accord, donc je peux dire que en essayant de récapituler, donc, et une manière qu'on pourrait donner une réponse valide. Ma réponse va être donc en, si vous voulez, deux blocs, deux parties.
La première, je vais considérer ce qui a été indiqué par Amine en disant que la base de données logique n'a pas été mise à jour. Mais dans ce cas, je vais présenter ça de manière à utiliser la définition qu'on a utilisée au niveau de l'architecture à base logique. Donc je peux dire par exemple la cause de blocage de la fonction L-analyse de chatbot est expliquée par le fait que, suite à une défaillance de quoi? De la validation de paiement. Donc, comme il y a eu une défaillance au niveau de la validation de paiement dans la base de données DY, et cette base de données qui est consultable par chatbot, ce dernier, je parle du programme, n'a pas pu déduire la cause de la nouvelle panne. Sa base de données n'a pas été mise à jour, donc il n'a pas pu déduire la cause de la nouvelle panne. Et si lors de l'opération de paiement effectuée par le client, la base de données logique DY consultable par chatbot, et je vais préciser que cette base de données, elle est différente à celle consultable par le client, n'est pas la même. Donc, n'a pas été mise à jour comme celle consultable par le client. Pour le pauvre chatbot, la coupure de connexion est toujours due au non-paiement de facture, ce qui explique le blocage de son système. Oui. D'accord, juste un instant et je vais vous expliquer. Pour nous, le client ne peut pas être un agent. Le client, c'est l'utilisateur du programme. Alors, tout d'abord, on ne pourrait pas considérer le client comme un agent, donc ça c'est le premier point. La deuxième chose, ici comme si nous avons tout ce qui concerne, si vous voulez, l'espace client, c'est une partie à part, et tout ce qui concerne chatbot est une autre partie à part. Donc comme s'il y a déjà deux programmes différents. Donc c'est pour ça, si vous allez consulter que nous avons tableau noir comme modélisation de ce programme, donc on doit avoir nécessairement, même si les deux sont en train de fonctionner chacun donc sous forme d'un agent, nous avons un agent qui est l'espace client et un autre agent qui est chatbot. Dans ce cas, ces deux agents, au niveau de la consultation, ils vont obligatoirement consulter la même base de données d'Y. Là, lorsque j'ai dit qu'il y a deux bases de données différentes, je suis en train de signaler en quelque sorte que nous avons carrément deux programmes différents. Un programme, celui de dépannage de chatbot, et un autre programme qui est de servir le client à travers un espace client. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Car même si vous allez dire que les deux vont participer à un tableau noir, et dans ce cas nous avons deux agents, la base de données va être consultable par les deux. Il n'y a aucune raison d'avoir deux bases de données différentes. Êtes-vous d'accord pour ce point? Non. Si nous allons considérer que l'architecture est celle de base de données d'un agent à base logique, on va considérer que nous avons une base de données et le chatbot il va prendre donc les données à partir de cette base, il va présenter son action. Mais si nous allons modéliser le chatbot et non pas le chatbot et l'espace client, le chatbot lui-même, nous allons présenter son architecture sous forme de tableau noir. Qu'est-ce que nous allons dire? Alors, nous allons dire que notre chatbot, le même, il est conçu sous forme de plusieurs agents.
Donc la conception de notre chatbot est faite sous forme de plusieurs agents. Chaque agent est un knowledge source, d'accord? Et chaque agent, il va consulter la même base de données d'Y, mais quelle est la différence entre ces divers agents? Je peux donc partager mon chatbot à 3 déjà agents, même plus, mais je vais commencer par 3 agents. Je vais dire que je peux avoir un premier agent qui est un agent de renseignement, un deuxième agent qui est un agent de, si vous voulez, de dépannage technique, donc sa spécialité au niveau de dépannage technique, et un troisième agent de prise en charge commerciale. Et là, on parle pour chatbot lui-même. Selon ce que vous avez abordé comme question tout à l'heure, vous avez dit que, et pour l'espace client, pourquoi nous avons une autre base de données différente? J'ai dit que ici, on pourrait conclure même à partir des données de l'exercice qu'il y a deux programmes différents. Chacun fonctionne à part. Chatbot, c'est un programme qui utilise une base de données d'Y, mais l'espace client, il utilise une autre base de données. Pourquoi j'ai dit ça? Car lorsque la base de données de l'espace client a été mise à jour, celle de Chatbot Chatbot n'a pas pu avoir l'information que le paiement a été effectué. Ce qui explique pourquoi il est en train de refaire la même réponse. D'accord? Alors, ici, au niveau de la question, il nous a demandé pour chatbot, donc il n'a pas posé la question pour si vous voulez, tout ce qui a été utilisé par Topnet, que ce soit l'espace client ou chatbot, mais on pourrait ici conclure facilement que la base de données DY devrait être mise à jour par l'opération de paiement. Alors, nous avons la possibilité de considérer que chatbot a une base de données logique, il est en train de résoudre le problème si nous allons considérer le chatbot un seul agent. Si vous allez passer comme ça a été proposé par Hamza au tableau noir, dans ce cas, le chatbot lui-même pourrait être divisé en plusieurs agents et chacun spécialisé à une des tâches. D'accord? Alors, ça c'est la première partie qui est assez claire que la cause de ce blocage est le fait que DY n'a pas été mise à jour. Mais la deuxième partie, si je vais consulter donc la deuxième partie, celle où chatbot, même si la base de données n'a pas été mise à jour, si le client a consulté à nouveau notre chatbot, c'est que éventuellement, il pourrait avoir une panne au niveau du blocage de paiement. Au niveau de cette opération de paiement n'a pas été effectuée. Et dans ce cas, il va consulter, même s'il va consulter chatbot pour lui dire mais j'ai pas réussi à faire le paiement et un message m'indique qu'il y a un tel ou un tel souci. On pourrait conclure à partir des données de l'exercice que ceci n'a pas été même pas prévu par celui qui a fait la conception de chatbot, car quel que soit ce qu'il va être demandé par le client, même si le DY n'a pas été mis à jour ou elle était mise à jour, dans ce cas, il va demander j'ai un souci au niveau de réglage de ma facture, mais ce qu'il va être toujours présenté comme réponse, comme action par chatbot, c'est que veuillez s'il vous plaît payer votre facture. Dans ce cas, vous allez récupérer votre connexion. Donc, comme si pour chatbot, ce scénario, le fait d'avoir des problèmes au niveau des soucis au niveau du paiement de la facture, n'a même pas été prévu. Donc, je peux dire ici que chatbot peut avoir aussi comme signalisation, donc comme un blocage, d'autres types de blocage de la fonction l'analyse de chatbot. Et ceci est dû au fait que plusieurs actions n'ont pas été prévues et prédéfinies au niveau de l'ensemble des actions possibles A. Ici, dans cet exemple, il est clair que chatbot ne traite même pas les échecs de paiement. Il n'a même pas prévu une action en cas où il pourrait y avoir un souci au niveau de paiement. Alors, si le client
à consulter Chatbot après déjà avoir reçu l'information que il y a un souci au niveau du paiement, c'est que probablement il y a un autre souci qui, qui a causé la coupure de connexion. Et au niveau de la base des actions, l'ensemble des actions qui a été prédéfini par notre chatbot, aucune action AI n'a été prévue pour la résolution de ça. Donc, le programme de chatbot aurait dû prévoir une action pour une défaillance ou échec de paiement. La moindre des choses, en cas d'échec, si je dis que si nous avons un souci qui n'a pas été résolu, que le client revient à Chatbot pour présenter une solution, on pourrait au moins passer au mode semi-automatique, c'est-à-dire au moins, au lieu de tourner en boucle et dire à notre client, voilà monsieur, le souci est de payer votre facture, veuillez s'il vous plaît la payer par la suite, donc vous allez récupérer votre connexion. Au lieu de tourner en boucle, si le client n'a pas été satisfait une fois, donc il suffit de lui poser la question, avez-vous donc essayé de payer votre facture? Déterminer s'il y a un problème de paiement au moins ou s'il y a eu la validation de paiement mais la connexion n'a pas été récupérée. Dans ce cas, Chatbot pourrait au moins faire de sorte qu'il passe le dossier de ce client à un expert et lui renseigne qu'il va être donc si vous voulez donc appelé par un expert afin de traiter son dossier. Dans ce cas, on bascule vers le mode si vous voulez semi-automatique au lieu de faire de sorte que nous avons un programme qui je vais utiliser le terme, il va pas servir à grand chose le fait de rester en train de donner la même réponse, même si nous allons lui présenter d'autres, si vous voulez, d'autres alternatives qui n'appartiennent pas déjà au niveau de sa base d'action, donc l'ensemble des actions prédéfinies prévues par ce programme. C'est pour ça donc j'ai dit la deuxième donc question, elle pourrait être traitée en deux blocs. Donc même c'est pas vraiment le cas de l'exemple, mais il est clair à partir de l'exemple que Chatbot ne traite même pas le cas de problème de paiement et ceci nous donne que l'ensemble des actions n'est pas complet. Donc, il doit être enrichi, il doit prendre en considération les autres actions possibles en cas de ce genre de scénario et plusieurs solutions peuvent être présentées. Donc là, j'ai donné, si vous voulez, la solution la plus simple qui est basculer au mode semi-automatique, mais je vous laisse le soin de trouver des solutions, si possible, programmables qui peuvent résoudre même le souci de l'échec de paiement les problèmes là où le client essaie à payer une facture, il pourrait avoir un message. Aussi, si vous voulez, on pourrait ajouter un troisième point et même d'autres points. Donc, si nous avons ici un programme qui va faire aussi la prise en charge commerciale, en cas d'échec de paiement, on pourrait dépanner provisoirement le client en lui si vous voulez, remettre la connexion Internet jusqu'à ce qu'on traite la cause de ce paiement. Donc ceci n'est pas présent au niveau de la situation actuelle du programme Chatbot. Il n'est pas en train de résoudre ces cas, il n'est pas en train de prendre en charge commercialement donc les clients. Ce point, il n'est même pas traité au moins ce que je suis en train de présenter. Donc là, afin de présenter des améliorations au niveau de la troisième question, donc déjà la théorie, donc que ce soit si nous allons utiliser un agent à base logique ou nous allons utiliser le tableau noir, dans ce cas, il y a une théorie, c'est-à-dire généralement c'est une théorie à base de calcul logique qui a été utilisée par Chatbot afin de résoudre le problème. Je peux dire que la théorie utilisée par Chatbot peut être améliorée par la mise à jour, donc dans le premier cas de DY conformément à la base consultable déjà par le client.
Déjà, c'est une amélioration qui va faire de sorte que le cas de blocage actuel va être donc résolu, mais on pourrait passer plus loin car on pourrait dire que la prise en considération de plus de scénarios comme celui de défaillance de paiement, et donc il faut prévoir une action pour ce genre de scénario. Et je peux même passer plus loin car là, euh, je peux dire que un raisonnement IAD peut améliorer la solution de chatbot. Pour ce faire, nous pouvons par exemple recommander la conception de chatbot par un système multi-agent doté d'une base de données dynamique DY, donc mise à jour à chaque fois que un paiement sera effectué ou n'importe quelle opération sera effectuée, elle doit être mise à jour de manière dynamique et instantanée. La conception de chatbot est une conception d'un centre de, si vous voulez, à la fois de renseignement, prise en charge commerciale et dépannage technique. Là, je peux conclure en ce qui me concerne au moins en effectuant une lecture de ce que Chatbot est en train de faire. Je peux dire que la prise en charge commerciale semble être carrément absente, car là, si notre si vous voulez, client réclame un souci, donc, et si nous allons clôturer le dépannage et l'opération sans résoudre ce souci, ceci veut dire que on n'est pas en train de prendre en charge le client, mais on est en train de faire une tentative d'un raisonnement logique pour lui donner des solutions. Comme je vous ai dit, si on cherche à faire, donc par exemple, une prise en charge commerciale, on pourrait, en cas d'échec de dépannage, on pourrait passer le client à un programme qui va le prendre en charge de manière commerciale. Ce programme, il va vérifier s'il y a vraiment un souci au niveau de paiement. Il suffit d'avoir, par exemple, la capture d'écran signalée par le client. S'il va confirmer qu'il y a un souci au niveau de paiement, dans ce cas, il pourrait donner au moins au client si vous voulez, donc une connexion provisoire jusqu'à ce que ce souci sera réglé. Ceci n'a pas été fait, donc ici, comme amélioration, on pourrait programmer un agent qui va assurer la prise en charge commerciale et dans ce cas définir les diverses fonctions qui peuvent être présentes. J'ai donné quelques exemples, mais vous pouvez enrichir ça, donc vous pouvez développer cette idée afin de présenter donc la prise en charge possible à travers cet agent. Vous avez aussi la possibilité, donc, à part le fait que la prise en charge commerciale semble carrément être absente, donc nous avons la possibilité d'améliorer le dépannage technique. Donc, une opération de dépannage, si je cherche à décrire qu'est-ce qu'il se fait au niveau d'une opération de dépannage dans la réalité, on dit que généralement un agent, donc, il va prendre en charge le client au niveau de l'opération de dépannage, mais s'il n'arrive pas à trouver l'action pour dépanner son client, il va passer par un expert au niveau de traitement pour analyser quelle est la cause de cette coupure de connexion. Donc cette opération n'a pas été présentée. Pour la présenter au niveau du programme, on pourrait dire que un agent classique donc de dépannage pourrait être représenter ce qui a été développé actuellement par notre, si vous voulez, chatbot. Donc, on va dire que c'est un agent logique actuellement qui a été développé. Mais en cas d'échec de l'opération de dépannage, on pourrait transférer, si vous voulez, le dossier à un agent intelligent. Et dans ce cas, l'agent intelligent doit prévoir qu'est-ce qu'il pourrait faire comme action si l'action AI n'appartient pas à l'ensemble des actions prédéfinies. Et dans ce cas, la solution pourrait par la suite insérer, ajouter au niveau de l'ensemble des actions A prédéfinies. Et donc, on aura une nouvelle action qui pourrait être utilisée en ce cas de figure qui nous sommes en train de le rencontrer peut-être pour la première fois, ce qui va intégrer, si vous voulez, une opération d'apprentissage au niveau du programme. Alors, je peux conclure que la solution actuelle
de chatbot est une tentative de, si vous voulez, programmer simplement un agent logique de dépannage. Donc la programmation, la conception d'un agent, si vous voulez, intelligent, capable à prendre en charge au niveau commercial et au niveau aussi dépannage, le client n'a pas été programmé. Je suppose qu'elle doit être programmée et intégrée au niveau de la solution courante afin de présenter à la fin une solution qui pourrait être améliorée au fur et à mesure que nous allons trouver des actions. Donc, on pourrait intégrer le processus d'apprentissage par le fait que si une action, une nouvelle action a été présentée par l'agent intelligent, si cette action a été validée, elle doit être par la suite insérée au niveau de l'ensemble des actions prédéfinies et ceci va faire de sorte que notre chatbot pourrait lui-même apprendre de son expérience. On pourrait commencer au départ par, si vous voulez, un système semi-automatique. Et ce système, à chaque fois qu'on trouve une nouvelle solution qui doit être intégrée au niveau de A, on l'ajoute. Et dans ce cas, ça va enrichir petit à petit donc, le programme. Autre chose, à mon avis, donc, en cas d'échec de l'agent intelligent, on doit passer par un dépannage humain. Il est inacceptable de donner une telle réponse donc à notre client et rester en train de lui donner des solutions de ce genre sans si vous voulez, la coopération avec un dépanneur s'il existe bien sûr, s'il existe un dépanneur humain. Dans ce cas, en cas d'échec de notre programme, on ne doit pas clôturer comme ça en tournant en boucle, on doit au moins le transférer à un dépanneur physique, à un dépanneur sous forme donc on bascule au mode semi-automatique en cas d'échec. Alors, si vous avez d'autres remarques, donc je suis à votre écoute. Donc j'ai donné si vous voulez, un ensemble euh, de ce qu'on pourrait mettre au niveau de la réponse, mais c'est pas exclusif, c'est pas seulement ces réponses. Vous avez la possibilité d'enrichir ça. Donc je suis juste en train de vous orienter vers ce qu'on pourrait présenter comme solution. Alors, juste pour celui qui a posé la question concernant l'agent à base logique et concernant donc le tableau noir, ce que nous avons fait à travers cet exercice montre que déjà un agent à base logique, donc on a présenté plusieurs fois le fonctionnement. Et pour le tableau noir, c'est utiliser plusieurs agents à base logique et chacun doit être spécialisé, donc ces fonctions d'analyse, de perception et d'action sont spécifiques pour lui. Et ces divers agents peuvent utiliser, donc mettre à jour chacun, ils pourraient mettre à jour des Y au niveau d'un tableau. Donc, il va écrire les informations afin de informer les autres. Donc ici, si je vais utiliser le tableau noir avec plusieurs agents, donc l'agent intelligence, lorsqu'il va trouver une nouvelle action et la valider, il va communiquer cette action aux divers agents à travers le fait de l'insérer au niveau de la base, si vous voulez, l'ensemble des actions prédéfinies. Et dans ce cas, il est en train d'intégrer l'expérience qu'il a vécue, il est en train de la communiquer avec les autres agents à travers la mise à jour de la base des actions possibles qui est la grand A au niveau de notre, donc si vous voulez, au niveau de notre cours. Alors, si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, je suis à votre écoute, même à travers le chat. Donc, vous pouvez utiliser même le chat de cette conversation. Sinon, on pourrait donc déjà passer à un autre exercice. Alors, en absence de questions de votre part, je préfère qu'on passe déjà à un autre exercice. On est un peu limité par le temps, donc c'est pour cela que je préfère passer à l'exercice 8, qui est un peu similaire à celui-là. Donc, si vous avez devant vous actuellement euh, l'exercice 8,
Est-ce que pouvez-vous pouvez-vous donner une réponse donc à la question, la première question? Expliquer l'architecture IAD utilisée pour la conception de Dogbot. Donc là, nous avons un chien qui a été donc présenté sous forme d'un robot. Au niveau de ce robot, nous avons certainement un programme qui va donner au robot quelles sont les actions qu'il doit faire. Et au niveau de la première question, nous avons une question similaire à celle traitée au niveau de l'exercice 5, qui est de expliquer l'architecture IAD utilisée par la conception de Dogbot au niveau de l'exercice 8. Alors, je suis à votre écoute si vous avez donc une explication. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'exercice, donc ou vous êtes en train de le voir pour la première fois. Si vous n'avez pas lu l'exercice, je peux passer directement à présenter quelques remarques au niveau de la solution de l'exercice qui a été traitée par le groupe 2 et la présentation a été partagée avec vous sur donc, votre espace de cours. C'est pour ça que je vous demande si vous avez lu l'exercice, si vous avez une idée sur l'exercice. Sinon, je peux passer directement à donner quelques remarques au niveau de la solution qu'on pourrait apporter pour Dogbot. Si vous avez des questions, je suis aussi à votre entière disposition. Juste un étudiant, si il pourra me dire, est-ce que vous avez donc déjà lu l'exercice donc 8 ou non? Est-ce que vous êtes toujours présent? Êtes-vous toujours là? Alors là, il y a un étudiant qui a dit oui. Donc, est-ce que vous avez lu l'exercice? L'exercice 8. Souhail. Non, d'accord. Juste pour Souhail, donc l'unique étudiant qui est en train de nous confirmer sa présence. Alors pour Souhail, je vais présenter en fait rapidement l'exercice et donner quelques indications pour la solution. Alors là, je vais lire l'exercice. Un robot qui est intitulé Dogbot, jouant le rôle d'un animal de compagnie, peut explorer l'environnement. Et là, il nous dit que l'exploration de l'environnement est notée T1A. Il peut aller chercher un objet et ceci va être noté comme T2A. Et il peut aussi récupérer de l'énergie et cette troisième tâche est notée T3A. Alors pour ce faire, il utilise un capteur pour prévoir les informations. Il nous indique que à l'instant T1 où l'énergie est bonne, il a indiqué que l'énergie est bonne comme elle est supérieure à 15%. Il a indiqué aussi que aucune mission n'a été, si vous voulez, affectée à notre chien. Donc ici, aucune mission n'est affectée à Dogbot par son maître. Le mécanisme de décision, il a signalé qu'il y a un mécanisme de décision qui remplace la fonction l'analyse de notre Dogbot. Alors, le mécanisme de décision de Dogbot a décidé que dans ce cas, T1A doit être activé, l'action T11 doit être activée. Il va pour ce faire donc accorder un vecteur de poids à chaque TIA en indiquant que la première elle va avoir la valeur de 1 et les deux autres ils vont avoir donc les deux autres TIA ils vont avoir la valeur de 0. Lors de l'exploration de l'environnement par Dogbot, il doit mémoriser la position des objets. Ici, on dit que la première phase déjà qui est celle de l'exploration de l'environnement qui a été notée par T1A. Au niveau de cette phase, on est en train de préparer des informations
pour la deuxième phase qui était de A. Donc pour cela, il va mémoriser les positions donc, de certains objets qui peuvent être par la suite recherchés par son maître, donc par le propriétaire de Dogbot. Alors, il nous a signalé au niveau de l'énoncé de l'exercice que notre robot chien, il a réussi à mémoriser la position de certains vêtements. Il a donné comme exemple les chaussettes, la veste et le chapeau de son maître. Il nous indique que à un deuxième instant, qui est T2, donc au premier instant, lors de l'exploration, il a fait ce travail. Et par la suite, donc, dans une autre instance de temps, nous avons que l'énergie est toujours bonne. Elle est supérieure toujours à 15%, comme elle est de l'ordre de 70%. Alors, le maître de Dogbot, dans ce cas, il a demandé sa parapluie. Donc, il a demandé à notre chien de lui apporter sa parapluie sans préciser où elle se trouve. Il n'a pas précisé l'endroit, la position de cet donc, objet demandé qui est la parapluie. Alors, le mécanisme de décision, nous avons toujours un mécanisme de décision pour Dogbot. Ici, le mécanisme de décision de notre chien robot a décidé d'exécuter les tâches T1A et T2A en parallèle. Donc là, c'est une information très importante au niveau des réponses, car il a indiqué que ces deux tâches peuvent être exécutées en parallèle. Il a demandé déjà de les exécuter en parallèle, donc à travers son mécanisme de décision. Donc il a indiqué, la fonction et l'analyse, elle a indiqué que au niveau de notre vecteur W, on devrait avoir 1, 1, 0. Alors, dans un troisième instant de temps, l'énergie, cette fois, elle est de l'ordre de 14%. En fait, le chien a passé au niveau de la recherche de la parapluie, là où la position est inconnue. Donc, il était en train d'explorer l'espace, il était en train de chercher la parapluie. Donc, il a consommé trop d'énergie. Et dans ce cas, donc, à l'instant t égale à 3, l'énergie donc atteint un niveau critique qui est inférieur à 15%. Et dans ce cas, donc, en parallèle à cette information qui indique que nous avons un niveau de recherche qui est faible pour notre chien robot, le maître du chien a demandé de chercher son chapeau. Ici, en revenant à l'énoncé de l'exercice, on connaît que la position de chapeau est connue à partir de l'instant T1. Elle a été mémorisée au niveau de la base de données des Y de notre chien robot. Et dans ce cas, donc, lorsqu'il va lui demander son chapeau, le chien doit décider entre chercher l'objet qui est le chapeau et entre passer à remplir sa batterie comme le niveau de recharge est critique et il est de 14% inférieur à 15%. Alors là, au niveau de la première question, il nous indique expliquer l'architecture IAD utilisée pour la conception de notre chien robot. Alors, je reviens à Souhail. Est-ce que vous pouvez nous dire donc, à votre avis, dans ce cas de figure, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'architecture qui a été utilisée? Et la question à tous les présents réellement, donc à tous ceux qui peuvent donc donner une réponse. Alors, ici, architecture subsumption. Et dans ce cas, si vous allez utiliser cette architecture, est-ce que vous pouvez nous dire comment? Comment vous avez, pourquoi vous avez utilisé l'architecture subsumption? Alors, juste pour Khouloud, je vais passer directement à reformuler ma question pour, si vous voulez faire vite. Donc, juste pourquoi ne pas utiliser ici, ne pas dire que c'est l'architecture à tâche compétitive?
Là, si vous voulez, donc au niveau des architectures que nous avons présentées, donc la troisième et la quatrième architecture, nous avons l'architecture Subsumption. Et au niveau de cette architecture, là où nous sommes face à plusieurs actions qui peuvent être en contradiction, on utilise un ordre au niveau des modules pour déterminer quelle est l'action à faire si la théorie va amener à une ou plusieurs actions qui sont en contradiction. Alors pour Khouloud, donc ceci est correct. Donc si nous avons le cas où nous avons des contradictions, mais nous avons aussi une autre architecture qui a été présentée, celle de l'architecture de tâches compétitives, où nous allons utiliser les poids, Khouloud, pour déterminer donc quelle est parmi les diverses tâches, quelle est la tâche qui doit être donc sélectionnée. Sauf que au niveau de l'architecture de tâches compétitives, nous avons dit parce que le robot a un seul but à atteindre. Aussi pour Khouloud, aussi que ce soit pour l'architecture Subsumption ou pour l'architecture de tâches compétitives, nous avons un seul objectif à atteindre. Donc c'est pas une réponse qui dit que pourquoi donc on utilise l'architecture Subsumption et non pas l'architecture à tâches compétitives. D'accord? Alors juste Khouloud, quelle est la différence entre ces deux architectures, l'architecture Subsumption et l'architecture à tâches compétitives? En effet, donc, on a dit que si la théorie d'un agent à base logique pourra nous permettre d'aboutir à plusieurs actions qui sont contradictoires, dans ce cas, on ne pourrait pas exécuter deux actions qui sont en contradiction. Et pour résoudre ce genre de soucis, on doit faire appel que ce soit à l'architecture Subsumption ou à l'architecture de tâches compétitives. Pour l'architecture Subsumption, elle se base sur le fait de classer les diverses actions appartenant à l'ensemble A en plusieurs couches ou plusieurs modules, où il devrait y avoir un ordre de priorité au niveau de l'exécution entre les diverses couches ou les divers modules. Et on ne devrait pas, au niveau de la classification, avoir deux couches en contradiction au niveau de la même couche. Donc, on ne devrait pas avoir deux actions contradictoires au niveau de la même couche. Si nous allons avoir deux actions contradictoires au niveau de la même couche, ceci veut dire que cette classification n'a pas une utilité de résoudre le souci de ne plus avoir deux actions contradictoires. Alors, l'idée de l'architecture Subsumption, si nous avons deux actions contradictoires, elles doivent obligatoirement chacune appartenir à une couche différente. Et dans ce cas, il suffit d'appliquer l'action qui appartient à la couche prioritaire, la couche dominante, pour résoudre ce souci. D'accord? Mais nous avons aussi présenté une quatrième architecture, celle de l'architecture de, si vous voulez, de tâches compétitives, qui est la plus proche. Et je n'ai pas encore confirmé que celle que nous allons appliquer au niveau de cet exercice, celle la plus proche car elle essaie de résoudre le souci au niveau de l'architecture Subsumption ou préciser de manière simple et facile quelle est l'action à faire. Et dans ce cas, cette architecture, l'architecture donc de tâches compétitives, propose de présenter les diverses actions sous forme non pas de couches mais sous forme de tâches, où une seule tâche peut être activée lors de le mécanisme de décision de tâches compétitives. Ici, on parle de mécanisme de décision, on parle donc de divers instants de temps. Alors aussi donc la tâche, donc l'architecture à tâche compétitive, elle indique que la tâche qui va être activée, elle est spécifique à un instant de temps bien déterminé. Donc ici, on a trois instants de temps. Donc ça suppose que nous avons plusieurs instants de temps et donc on est en train de s'approcher de l'architecture de tâches compétitives.
L'architecture de tâches compétitives, au niveau du cours, nous avons dit que la sélection de tâches se fait par un vecteur W de poids pour chacune des tâches. Et donc la tâche qui va avoir le poids de 1, c'est la tâche qui va être exécutée. Mais peut-être l'unique différence par rapport à ce qu'on a présenté au niveau du cours et ce qui a été présenté au niveau de l'exercice, c'est qu'au niveau du cours, on a dit que pour les tâches que nous allons exécuter, il y a une seule tâche qui doit être activée à la fois. On ne pourrait pas activer deux tâches comme le cas de l'instant T2 où nous avons la tâche T12 et T2 T1A et T2A sont activés en parallèle. Donc l'architecture de tâches compétitives ne permet pas d'activer deux tâches en parallèle. C'est pour cela donc au niveau de la première question, je peux vous proposer comme solution à la première question qui est expliquer l'architecture IAD utilisée pour la conception de GoBot. Donc ici je peux proposer l'architecture de tâches compétitives. Ici, c'est l'erreur à ne pas commettre de dire que c'est l'architecture à tâches compétitives et s'arrêter ici. Il faut préciser que l'architecture IAD est utilisée pour la conception de GoBot et l'architecture de tâches compétitives, mais il faut préciser quelles sont déjà les tâches. Donc si nous allons dire que c'est l'architecture de tâches compétitives et on s'arrête ici, ça ne va pas être considéré comme une bonne réponse car ça nous amène à dire que les diverses tâches sont les tâches TIA, ce qui n'est pas correct. Alors ici, il faut dire que si nous allons présenter comme solution l'architecture de tâches compétitives, il faut préciser que la première tâche qu'on pourrait donc utiliser, c'est la tâche T12A, qui n'est autre que la fusion de la tâche T1A et T2A, comme ces deux tâches peuvent être exécutées en parallèle. Donc, dans ce cas, on pourrait dire que c'est l'architecture de tâches compétitives où cette architecture elle est composée de deux tâches. La première qui est la fusion de T1A et T2A et la deuxième qui est la tâche T3A, celle de recherche qui ne peut pas être effectuée donc en parallèle avec les deux autres tâches. Alors, on pourrait aussi accepter une autre réponse à cette question et sera donc dans ce cas considéré comme réponse correcte si vous allez dire que c'est l'architecture de tâches compétitives modifiée. Et la modification va s'expliquer par le fait que, au niveau de la modification, nous allons tolérer l'activation de deux tâches en parallèle qui sont les tâches T1A et T2A. Dans ce cas, on va dire que c'est l'architecture de tâches compétitives modifiée, puisque nous allons donc accepter l'activation de plusieurs tâches en parallèle et uniquement la tâche T3A ne doit pas en aucun cas être sélectionnée avec une autre tâche. Les deux réponses sont correctes et on pourrait donc que ce soit donner la première ou la deuxième en précisant donc la fonction l'analyse qui va appeler donc un mécanisme de décision et ce mécanisme de décision sous forme d'un programme, donc d'une fonction qui va retourner le poids de sélection. Alors, ça c'est une manière donc de présenter une réponse à la première question. Comme je vous ai dit, déjà les deux réponses sont correctes. Que ce soit de dire que on pourrait avoir donc comme réponse c'est l'architecture de tâches compétitives en précisant dans ce cas les diverses tâches, donc nous avons simplement deux tâches, ou de présenter comme réponse, donc la deuxième réponse, c'est l'architecture de tâches compétitives modifiée, où nous allons garder dans ce cas les tâches présentées par l'exercice, en disant qu'au niveau de mécanisme de décision, nous allons tolérer l'activation de plusieurs tâches en parallèle, et d'où la modification par rapport à l'architecture présentée au niveau du cours. Donc ça c'est comme réponse à la première question. On pourrait donner donc dans ce cas on pourrait traiter la deuxième question. Oui.
Alors, d'accord. Alors, juste si on essaie de comparer l'architecture Samsumption avec l'architecture de tâches compétitives, sachant que l'architecture Samsumption a été développée pour résoudre le problème où nous avons deux actions contradictoires. Pour faire ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que il faut prendre l'ensemble des actions possibles A et le classer en diverses couches, en divers modules. Donc on appelle cette classification en diverses couches ou en divers modules, comme vous voulez. Donc c'est la même chose. Donc lorsqu'elle va construire les diverses couches, elle doit s'assurer que au niveau de chaque couche, nous avons un ensemble d'actions possibles inclus dans grand A. Et à l'intérieur de cet ensemble, on devrait en aucun cas avoir deux actions contradictoires. D'accord? D'accord. Mais si nous avons une première et une deuxième couche, on pourrait avoir au niveau des deux couches différentes une action AI appartient à la première couche et une action AJ appartenant à la deuxième couche, telles que ces deux actions sont contradictoires et ils peuvent être activés par la théorie. Alors, cette classification en diverses couches, là où on devrait ajouter qu'il y a un ordre de priorité entre les couches, va faire de sorte que si la théorie va nous amener à deux actions contradictoires, chacune obligatoirement appartient à une couche différente, par l'ordre de priorité, nous allons exécuter l'action qui appartient à la couche dominante, celle qui est prioritaire. Tu es d'accord? Ça, c'est pour, si vous voulez, l'architecture Samsumption. Mais l'architecture Samsumption se présente comme une architecture un peu, si vous voulez, lourde à programmer, par le fait que déjà la classification des diverses actions, là où on doit s'assurer qu'on doit construire plusieurs couches et plusieurs modules, là où il ne devrait pas y avoir à l'intérieur de chaque couche des actions contradictoires, cette opération semble que c'est pas facile à programmer. Alors, pour résoudre ce souci, une autre architecture a été présentée par la suite, qui est l'architecture de tâches compétitives. Cette architecture, elle a dit que il suffit de diviser les actions en plusieurs tâches où une seule tâche va être effectuée par, si vous voulez, l'agent. Donc, nous avons, à la différence de l'autre architecture, on n'a pas plusieurs modules et il y a un ordre de priorité. Elle a dit carrément, on va dire que nous allons faire de sorte que notre, si vous voulez, agent, il a la possibilité de faire un ensemble de tâches où une seule tâche pourrait être activée à la fois. Alors, s'il doit faire plusieurs tâches, il ne pourrait pas les faire en parallèle, mais il pourrait les faire en séquentiel. Il fait la première tâche, par la suite la deuxième. Et chacune de ces tâches, elle est construite par un ensemble d'actions qui va former quelle est cette tâche à effectuer. Tu es d'accord? Donc, cette architecture a été présentée pour simplifier la programmation d'une architecture là où il ne devrait pas y avoir une contradiction au niveau des actions qui sont dues aux divers résultats donnés par un processus de calcul logique. Et dans ce cas, cette architecture, elle va déterminer une seule tâche à effectuer à la fois par l'agent. Alors, si je reprends l'exercice qu'on est en train d'utiliser, il est en train de présenter déjà trois tâches à effectuer par notre Dogbot qui est notre, ici on pourrait dire que c'est notre agent. D'accord? Mais juste si j'essaie de revenir un peu que l'architecture donc de tâches compétitives, elle a ajouté deux autres composantes
déjà au niveau de le mécanisme de sélection pour sélectionner quelle est la tâche qui va être activée par l'agent. Elle a ajouté la composante poids accordé à chaque tâche, un poids qui va être accordé à chaque tâche. Et comme une seule tâche doit être activée, donc pour le poids, donc, on pourrait simplifier le vecteur poids par le fait que celui qui a le poids le plus grand va être activé, le reste ils ne vont pas être activés. Dans ce cas, on pourrait donner donc un vecteur de 1 ou 0 donc, entre les diverses tâches afin de déterminer quelle est la tâche qui va être effectuée à l'instant. Donc il a précisé donc ceci à un instant donné. Donc, avant de passer à un autre instant de temps, il faut activer cette tâche. Par la suite, si on souhaite avoir plusieurs tâches, donc une deuxième tâche va être effectuée, mais avec au niveau d'un autre instant de temps. C'est pour ça, donc, elle a ajouté les éléments W pour les poids. Et elle a ajouté l'autre élément qui est l'instant de temps au niveau duquel où nous allons sélectionner une seule tâche. Mais au niveau de la présentation de l'exercice, il parle que nous avons deux tâches en parallèle. Alors, juste, j'essaie de confirmer avec vous si j'ai bien répondu à votre question, quelle est la différence entre architecture SAM-Sumption et architecture donc à tâche compétitive. Avez-vous déjà une bonne réponse ou vous voulez qu'on détaille davantage? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours à l'écoute? D'accord. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Est-ce que vous avez actuellement une idée claire sur la différence entre l'architecture SAM-Sumption et l'architecture à tâche compétitive? C'est une architecture, donc la tâche compétitive, qui vient pour résoudre déjà un souci au niveau de la programmation. D'accord, donc si c'est bien clair, donc j'ai dit au niveau de l'exercice, on parle de la possibilité d'avoir l'activation de tâches en parallèle, mais on a utilisé, on a utilisé tous les éléments de l'architecture de tâches compétitives. On a utilisé W, on a utilisé l'instant TI et on a précisé donc quelle est la tâche qui va être activée à chaque instant de temps. Mais juste, c'est pas quelle est la tâche, mais quelles sont les tâches là au niveau de le deuxième instant de temps. T égale à 2, l'exercice dit que il y a deux tâches qui peuvent être exécutées en parallèle. D'accord, ça fait? C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne pourrait pas dire c'est l'architecture de tâches compétitives et rester là. Il faut détailler davantage et dire que la première tâche et la deuxième, donc T1A et T2A, peuvent être fusionnées en une seule tâche. Et dans ce cas, on a au total deux tâches et non pas trois. Et on pourrait donc présenter que on pourrait donc utiliser l'architecture à tâche compétitive dans ce cas pour présenter donc si vous voulez une conception de notre chien robot. D'accord? Oui. يولي يعني هو مش صحيح. D'accord, mais n'oubliez pas, ça fait, n'oubliez pas, l'énoncé de l'exercice, il a dit que même au niveau de l'activation de la première tâche, nous allons préparer des informations pour la deuxième tâche. Donc, en quelque sorte, la deuxième tâche est déjà activée. Lors de l'exploration de l'espace au niveau de la première tâche, il faut mémoriser des informations qui vont servir pour la deuxième tâche. Lui, il va faire une exploration de l'espace, mais il va faire de sorte que il va mémoriser des informations. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est je partage ce que vous avez dit, car il faut dans ce cas expliquer les diverses fonctions au niveau de chaque tâche. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc, tout d'abord, au niveau de la programmation et au niveau de la conception, c'est possible de fusionner les deux tâches, la première et la deuxième. Ça, c'est un premier point. L'autre chose, afin de présenter
comment cette fusion va fonctionner sous forme donc de deux tâches, il suffit de donner en détail quelle sera donc la fonction d'analyse pour la tâche. Alors là, l'importance de cet exercice, c'est le fait de préciser que afin de présenter cette architecture de tâches compétitives, il faut savoir présenter deux points. Le premier, le sélectionneur de tâches, comment il va fonctionner. Et là, lorsque nous avons fusionné les tâches, on a utilisé un sélectionneur de tâches qui va choisir une des deux tâches, soit la fusion de la première et la deuxième tâche de l'exercice, soit la troisième tâche. Et pour déjà le mécanisme qui va sélectionner quelle est la tâche à activer, il faut donner le détail de cette fonction afin de savoir comment on va sélectionner donc la première tâche. Mais par la suite, et au niveau de notre architecture donc, de tâches compétitives, nous avons une fonction spécifique à l'intérieur de chaque tâche. Et cette fonction spécifique à l'intérieur de chaque tâche, elle pourrait activer les deux tâches T1A, T2A en parallèle, ou activer l'une de deux. Donc c'est à l'intérieur de la tâche que je peux nommer la tâche T12A. Cette tâche qui est la fusion de ces deux tâches, à l'intérieur d'elle, on pourrait avoir un programme, une fonction l'analyse, qui va indiquer cette fonction, qui va indiquer donc quelle est la partie du programme qui va être réactivée. Donc T1A est une partie du programme de, si vous voulez, de la fusion de ces deux tâches. Est-ce que j'ai donné une réponse plus claire pour vous, Safa? Est-ce que vous arrivez à voir ce que je voulais dire, que il suffit donc pour résoudre le fait, donc c'est pas la première c'est pas le premier instant qui n'est pas correct, mais ce sont des détails qu'il faut préciser au niveau de la conception. Et déjà, si vous allez suivre par la suite les autres questions, on va aboutir à une question où il va vous demander de donner toutes les fonctions. Donc si la première question est focalisée à le processus si vous voulez, de sélection, vous allez trouver d'autres fonctions qui vont vous indiquer donc de donner la conception des autres fonctions à l'intérieur des tâches. D'accord? Alors là en fait on a dépassé un peu 1h30, mais je préfère continuer, donc je vais juste continuer. Vous n'êtes pas obligé d'assister, mais je vais déposer à la fin tout l'enregistrement. Ceux qui veulent assister, donc ils peuvent rester, ils peuvent poser d'autres questions. Je préfère continuer la résolution de cet exercice et déposer à la fin toute la vidéo, comme on a eu déjà une petite perte au niveau du temps, mais on a encore dépassé même le temps après la perte. Je préfère continuer la résolution de l'exercice, et même demain je suis à votre disposition, allez-y, je serai à l'ISI, donc vous pouvez me consulter pour toute question entre 10h et 12h, d'accord? Entre 10 et 12. Aujourd'hui, je vais continuer au niveau de la résolution. Au moins, je vais terminer la résolution de cet exercice. Alors, l'architecture, donc, pour la première question, donc, on a dit que on pourrait avoir l'architecture de tâches compétitives ou l'architecture de tâches compétitives modifiée, où nous allons donc ignorer ou faire au niveau de la deuxième réponse, ignorer le fait que on doit avoir une seule tâche sélectionnée à la fois. Dans ce cas, on pourrait avoir plusieurs tâches sélectionnées. Ça, c'est la modification qu'on pourrait en fait proposer précisément au niveau de la fonction analyse, au niveau de la partie de l'analyse, le processus de décision entre les tâches sélectionnées. Alors, pour la deuxième question, je vais continuer donc mon raisonnement en prenant la première solution, là où je vais fusionner les deux tâches T1A et T2A. D'accord? Alors, c'est pour cela donc, je reprends avec donc, la deuxième question. Au niveau de la deuxième question, il a dit que sachant que notre chien robot ne peut pas chercher un objet et récupérer de l'énergie en même temps, il nous demande de discuter W.
pardon, là c'est la troisième question, donc juste la deuxième question, il nous dit que discuter les fonctions, et ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, les fonctions L de Dogbot en présentant une conception à chaque instant t pour i allant de 1 à 3. Donc ici, au niveau de la deuxième question, il nous demande de donner le détail de chacune des fonctions, que ce soit celle qui va nous indiquer donc le processus de décision entre les tâches, mais aussi il faut présenter chaque fonction et la détailler à l'intérieur de la tâche elle-même. Alors j'ai dit que je vais continuer avec la fusion de la première et la deuxième tâche. Et dans ce cas, au niveau de ce scénario, je vais essayer de donner des idées pour les pseudocodes, donc ce qu'on pourrait avoir comme fonction, à l'intérieur de chacune des diverses fonctions d'analyse. Alors, selon la réponse présentée au niveau de la première question, un pseudocode de chacune de ces fonctions doit être présenté. Je vais commencer par la fonction l'analyse qui permet de sélectionner une tâche. Alors je vais continuer avec la fusion de la tâche T12 et T1A et T2A. Donc si nous continuons le raisonnement pour la première solution proposée, dans la première question, il faut présenter un pseudocode de la fonction qui nous permet d'effectuer la sélection de tâches. C'est une fonction d'analyse qui va déterminer quelle est la tâche entre les deux tâches. La première qui est T1, 2A et la deuxième qui est la tâche T3A. Alors là, il faut préciser en cas de compétitivité entre ces deux tâches, comme le cas de l'instant T est égal à 3, quelle est entre ces deux tâches sera choisie. Et dans ce cas, il faut préciser par quelle fonction, par quel programme, par quelle fonction d'analyse à l'intérieur de la tâche qu'on pourrait à l'intérieur plutôt de le processus de sélection de tâches, qu'on pourrait donc sélectionner entre ces deux tâches quelle tâche sera exécutée. Alors là, je vais donner une solution possible, mais ce n'est pas l'unique. Donc, je peux dire que nous pouvons proposer de développer une fonction qui prend comme paramètre la base de données des Y. Cette fonction de sélection qui va prendre en paramètre la base de données des Y, elle va jouer comme rôle de prenant comme paramètre la base de données logique et elle va permettre de lire quel est le niveau de recharge au niveau de la batterie de notre chatbot à partir de la base de données logique. Et lorsqu'elle va lire le niveau de recharge, l'état de recharge de la batterie, et elle va nous indiquer si elle est critique ou non. Si l'état n'est pas critique, c'est-à-dire si la recharge de la batterie elle est supérieure à 15%, donc la tâche T3A sera ignorée. Par contre, si nous allons trouver un niveau critique au niveau de la recharge de batterie, on pourrait, comme première, si vous voulez, solution possible, dire que la troisième tâche qui consiste à recharger la batterie doit être effectuée. Alors je veux dire que ma propre évaluation de cette solution, que c'est une solution très naïve, du fait que elle n'est même pas une solution IAD, c'est pas une solution d'intelligence artificielle distribuée, le fait de dire que c'est le niveau de batterie est faible, donc choisir la tâche 3A. C'est une solution donc en quelque sorte naïve. C'est pour ça je vais dire donc que cette solution aussi elle n'est pas acceptable par un expert en intelligence artificielle distribuée. C'est pour ça au niveau de l'énoncé de l'exercice, nous avons dit que en tant qu'expert en intelligence artificielle distribuée, donnez votre réponse. Alors le raisonnement
est logique, c'est vrai. Donc il y a un raisonnement qui a été fait à une base de déduction possible qu'on pourrait donc la programmer. La programmation est simple, là je le confirme, mais la prise de décision n'est pas distribuée déjà par le fait que c'est simplement donc une condition qui va être testée et on va prendre la décision en se basant à ça. Et aussi, la solution n'est pas intelligente car elle n'est pas donc, elle n'a pas pris en considération est-il possible déjà d'exécuter ou non la tâche donc T12A. Je reprends avec l'exemple. Ceci veut dire au niveau de l'instant T égale 3, si le maître a demandé le chapeau et le niveau de batterie est de 14%, le chien va tout d'abord euh, passer par une prise électrique et se recharger avant de lui apporter le chapeau. Et imaginez que le maître, lui, il a besoin du chapeau immédiatement, il a besoin d'avoir donc son chapeau à l'instant et il ne peut en aucun cas donc rester en attente pour récupérer donc le chapeau plus tard et attendre 3 heures ou 4 heures que le chien donc se recharge. Alors, j'ai dit que donc la solution n'est pas intelligente, elle ne peut pas satisfaire déjà le maître du chien, celui pour lequel Dogbot a été construit. La construction de ce chien a été faite pour servir à cette personne. Donc on a dit que on pourrait imaginer il y a des personnes qui sont, si vous voulez, handicapées, qui ne voient pas, qui ne peuvent pas marcher. Et s'il a besoin d'un objet, il ne va pas attendre 3 heures que le chien se recharge pour l'avoir, alors que lui, il a acheté le Dogbot pour lui servir et non pas pour rester en attente dans ces cas de figure. Alors, c'est pour cela que je vais dire que, en effet, il peut préférer prendre le risque que Dogbot se vide de recharge, surtout s'il est face à une urgence et il ne peut pas attendre que le chien se recharge. Alors, pour satisfaire le maître, l'expert en IAD, donc un ingénieur donc en développement logiciel, expert en intelligence artificielle distribuée, peut penser à, donc je passe à une évolution de la solution, à une autre solution qui est un peu meilleure. Par exemple, si la batterie n'est pas chargée et le maître demande un ou plusieurs objets, dans ce cas, il peut, le programme, signaler donc au maître que le risque de décharge et laisser au maître de quand même de faire le choix. Donc celui qui va décider quelle est la tâche qui va être donc effectuée en avant. Est-ce que la tâche T1 2A ou la tâche T3A. Donc on pourrait faire de sorte que signaler simplement que vous êtes à un niveau de recharge qui est critique et vous pouvez dans ce cas choisir est-ce que vous voulez donc passer à effectuer cette action ou l'autre, cette tâche ou l'autre si vous voulez. Donc c'est lui qui va remplir W pour choisir entre les deux tâches. Encore, je peux même préciser que même cette solution est de laisser au maître de choisir, de remplir W. Donc cette solution aussi, je considère qu'elle n'est pas optimale. On pourrait encore faire mieux. Et en fait, l'expert en intelligence artificielle distribuée, euh, vous, en quelque sorte, peut présenter une solution encore plus optimale. Comment? Il peut dire pourquoi ne pas calculer l'impact sur la recherche de l'opération qui a été demandée par le maître. Le fait de chercher, par exemple, le chapeau, étant donné que le chien déjà au niveau de sa base de données, il connaît la position du chapeau, pourquoi ne pas intégrer une fonction, un programme, au niveau de notre Dogbot, là où il va calculer quel va être l'impact de la recherche du chapeau de passer de la position actuelle à la position où il se trouve le chapeau qui a été mémorisé au niveau de l'instant T1. Donc nous avons la position, on pourrait donc calculer
combien ça va me consommer en termes d'énergie. Et dans ce cas, deux cas peuvent se poser. Soit je peux apporter à mon maître le chapeau sans avoir le risque de tomber à plat de batterie. Et dans ce cas, c'est pas la peine de lui demander qu'est-ce que je dois faire. Je vais donc, le chien va passer directement à apporter le chapeau et le remettre à son maître. Et par la suite, il pourra passer pour se recharger. Et si au niveau des calculs, l'objet, on ne connaît pas sa position, dans ce cas, nous allons passer par l'exploration de l'espace afin de trouver la position du chapeau. Dans ce cas, il faut signaler le risque au maître et lui le laisser lui décider est-ce qu'il peut prendre le risque ou non. Donc là, lorsque nous allons intégrer un programme intelligent qui va faire de sorte qu'il pourrait calculer si on pourrait effectuer cette opération avant de tomber à plat, oui ou non. Dans ce cas, nous sommes en train de présenter une solution encore plus optimale, plus riche par rapport à la solution précédente et de calculer, d'estimer est-ce que cette opération pourrait être effectuée avant le fait de tomber carrément à vide de batterie ou il est préférable dans ce cas de réclamer au maître le risque et lui laisser de décider. Ce que j'ai présenté en termes de solutions, donc c'était donc des améliorations jusqu'à proposer une première solution possible, si vous voulez. Là où nous avons essayé davantage, en passant d'une solution à l'autre, d'utiliser des solutions intelligentes en proposant des agents intelligents. Vous pouvez améliorer donc cette solution si vous allez chercher s'il est possible de faire participer d'autres agents intelligents à part le programme qu'on a présenté pour calculer si la batterie donc la consommation de la batterie est suffisante après l'apport de l'objet. Donc à chaque fois que vous allez intégrer des agents intelligents, ça va améliorer davantage la solution donc que vous allez apporter. Idéalement, s'il est possible de faire de sorte que les agents intelligents que vous allez proposer sous forme de programmes qui vont améliorer le processus donc d'action de notre chien robot. Donc, si vous allez faire de sorte que on ne laisse pas aux utilisateurs de choisir. Dans ce cas, vous êtes en train de présenter une solution totalement automatique et parfois le semi-automatique pourrait être meilleur que le total automatique. Alors, si nous allons donc continuer avec la première solution au niveau de les autres fonctions relatives à chacune des tâches. Alors, dans ce cas, il faut présenter le détail de conception à l'intérieur de la première tâche qui est la fusion de T1A et T2A. Et pour la troisième tâche qui est celle qui permet de recharger le robot. Donc si pour la troisième elle est simple à présenter, pour la première tâche, là qui est composée de T12A, dans ce cas je suis en train de revenir à votre question donc pour ça fait. Là, au niveau de la conception de la fonction L-analyse pour la fusion de la première et la deuxième tâche, c'est au niveau de la conception de cette fonction que nous allons présenter quand est-ce que T1A va être activé et quand est-ce que T2A va être activé. Comme proposition possible de ma part, donc je peux dire que la fonction d'analyse de la tâche T12A, qui est la fusion de deux premières tâches, peut être composée comme suit. Donc la tâche T1A par la fonction, donc il suffit de programmer une fonction explorer qui prend en paramètre la base de données DY. Lors de l'exploration donc de l'environnement, notre chien robot il peut mémoriser donc les diverses positions au niveau de la base de données DY qui pourraient être par la suite consultables. Donc il pourrait mémoriser les diverses positions des objets. Donc afin de ne pas avoir trop d'informations, il pourrait mémoriser les objets les plus demandés par son maître.
Et au niveau de la tâche T2A, donc on pourrait présenter la conception de cette deuxième partie de la tâche par une fonction qui est recherchée dy. Et dans ce cas, si la position de l'objet demandé est déjà mémorisée dans dy, alors il suffit d'aller directement à cette position. Sinon, si la position n'est pas mémorisée, et dans ce cas, donc, on pourrait exécuter simplement la tâche T1A. Déjà au niveau de la deuxième partie, c'est la première tâche qui va être effectuée lors de la recherche de notre objet, là où si la position n'est pas connue, comme le cas de l'instant T2, là où nous sommes en train, où le robot doit chercher, le chien robot doit chercher la parapluie et sa position est inconnue. Dans ce cas, il va faire appel à la T1A pour déterminer donc la position, et c'est pour cela que j'ai dit que au niveau de ces fonctions, nous allons savoir quand est-ce que chacune de ces deux tâches va être activée. Alors, pour la dernière fonction, donc la fonction d'analyse pour la deuxième tâche dans notre conception qui est la tâche T3A, il suffit d'aller à la position de recharge la plus proche et recharger donc la batterie et faire la mise à jour de la batterie. Au niveau de la troisième question, il nous demande qu'à l'instant t égale 3, donner donc une estimation de W. Et là, pour discuter les valeurs possibles de W à l'instant T3, donc je peux dire que ceci doit être conforme à ce que nous avons présenté au niveau des divers pseudocodes des diverses fonctions L-analyse proposées à la deuxième question. Alors, si vous voulez, la solution que nous avons adoptée, celle de considérer que nous avons comme architecture l'architecture à base de tâches compétitives, où nous avons deux tâches, la tâche T1-2A et T3A. Notre chien peut détecter que la position de l'objet chapeau est déjà mémorisée dans dy. Lors de l'exploration à l'instant T1, cette position a été déterminée et elle pourrait être mémorisée au niveau de dy. Alors, une fonction, donc, comme j'ai dit, comme nous allons choisir là où on pourrait estimer donc le temps. Je vais choisir la dernière version que nous avons abouti. Donc une fonction calculée dy va déterminer l'état de l'énergie après l'apport du chapeau. Donc là, je connais la position de chapeau. Donc je peux avoir une estimation de la batterie de chien après d'aller directement et chercher le chapeau et donc le remettre au maître. Si la consommation de l'énergie ne va pas vider totalement la batterie de notre chien, alors il pourrait chercher donc le chapeau sans revenir à son maître. Et il va activer donc pour W, il va activer 0, 1, 0. Sinon, il va laisser à son maître la possibilité de décider, car s'il va explorer l'espace pour chercher le chapeau, donc on ne pourrait pas être sûr à 100% donc quel est en quelque sorte s'il va apporter le chapeau avant d'être à plat. Et dans ce cas, il pourrait laisser au maître soit d'activer W010 ou d'activer W001. Donc c'est le maître qui pourrait dans ce cas déterminer, car à ce niveau, donc lors de l'exploration, on n'a pas une précision si la batterie consommée va être donc suffisante, la batterie qui existe, le niveau de recherche qui existe au niveau de la batterie est-il suffisant ou non pour la recherche de l'objet. Donc là, nous avons terminé, si vous voulez, à donner une estimation d'une solution. Donc c'est pas l'unique, je précise que c'est pas l'unique, c'est pour ça donc je peux dire que ça reste des éléments de la solution. Vous avez toujours la possibilité d'améliorer ça, travailler à ça afin de présenter une solution plus parfaite,
meilleur. Donc, mais j'ai préféré quand même vous donner une idée comment on pourrait raisonner en exploitant ce qu'on a présenté au niveau du cours afin de présenter des solutions euh, qui essayent de répondre à l'exercice, mais en utilisant donc les éléments de cours qu'on a présentés. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Oui, euh, d'accord. Euh, juste pour l'espace de cours. Vous avez tout ce qu'on a présenté en classe. Juste là, là. Euh, Là, je suis à l'espace du cours. Ce que je me rappelle que j'ai bien présenté donc juste un document PDF là où il y a toute la partie. Est-ce que vous parlez présentation ou c'est un document? لحظة بركة. Lorsque j'ai démarré l'ordinateur, j'ai pas à l'écran l'espace de cours. Tout à l'heure, il était ouvert. Juste, je passe directement pour vérifier avec vous. S'il y a n'importe quel document manquant, on pourrait le partager, il n'y a aucun souci, donc ça pose aucun problème. Mais juste là, je suis à l'espace de cours. Vous avez deux documents, donc là, au niveau... نهبط شوية في l'espace de cours. Alors, euh, vous avez support de cours 2.1, c'est ça? عندك support de cours 2.1. B. Juste. Support de cours 2.1 راهو فيه البارتي كاملة. انا في السيبور دو كور ما حطيتهمش ما قسمتهمش 2.1 2.2 2.3 2.4. ما عادش فهمتني ولا. عندك في السيبور دو كور عندك الشابيتر 2 يبدا من اول الشابيتر 2. Tu es d'accord? Et par la suite, vous allez trouver l'architecture Subsumption et l'architecture... Donc, vous allez trouver les quatre architectures qu'on a présentées. Vous allez trouver tableau noir. Donc, déjà, il y a 22 pages. Juste la présentation قسمت le chapitre 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. D'accord? Ça, c'est pour la présentation. Pour وقت اللي حطيت الدوكيومون حطيت لكم le premier chapitre كامل. فما document الاولاني فيه tout le premier chapitre. وفما un autre document اللي فيه les quatre architectures qu'on a présentées jusqu'à la dernière séance. Donc, il n'y a pas de partie manquante au niveau des documents. Par contre, mais مثلا, cette partie là où vous avez 22 pages a été au niveau de la présentation divisée en 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. D'accord? Donc au total, vous avez les exercices et le premier chapitre et la première partie du deuxième chapitre. Ce sont les documents que j'ai partagés. S'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis à votre entière disposition. Alors, oui, aucun souci, mais je suis sûr que j'ai partagé. C'est pour ça, donc, je vous ai demandé c'est quoi. Donc, pour tout le monde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez passer demain entre 10 et 12 heures et poser n'importe quelle question, même pour les parties qui ont été traitées aujourd'hui. Si vous avez, après la révision, si vous voulez, de la vidéo, vous avez de nouvelles questions, vous pouvez soit les poser directement au niveau de votre espace. Donc là, au niveau de l'espace, vous avez la possibilité, au niveau de l'espace de cours, vous avez la possibilité de écrire d'ajouter des commentaires, d'ajouter donc d'autres publications, de faire des commentaires à des publications qui ont été partagées de ma part, de partager vous-même même un document au niveau duquel vous avez des questions à discuter, d'accord? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présence et donc je vous souhaite bonne chance au niveau de DS.
Merci à vous.